Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mon premier update lecture depuis mon retour sur la chaîne. On est content, hein. Il fallait bien qu'un jour je la sorte cette vidéo parce que bon, pour moi, une chaîne Booktube c'est un update lecture au moins une fois par mois. Donc j'ai un peu pris mon temps, je l'avoue, j'ai un tout petit peu pris mon temps. Mais parce qu'en fait, les updates lecture, c'est hyper long à tourner. Faut réfléchir et tout. Enfin, genre, grosse flemme. Et quand il y a la chaleur comme ça qui arrive et tout, ben, c'est chiant en fait. Clairement, je vais pas vous mentir. En général, quand on fait une vidéo, c'est un minimum pour se détendre, etc. Et vraiment faire un update lecture, en général, demande un petit peu de réflexion. Personnellement, j'adore faire les updates lecture parce que je parle des livres que j'ai lus. Je fais un résumé, je vous donne mon avis, j'essaie de vous donner envie de lire le livre, de le découvrir, donc j'adore faire ça. Mais d'un côté, c'est hyper fatigant, vraiment. Du coup, j'ai un peu pris mon temps là pour le faire. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, ça va, j'ai 5 livres à vous présenter. Si vous avez déjà vu mes vlogs lecture, je pense que ça va être un peu redondant pour certaines lectures. Mais si vous les avez pas vues, ben, tant mieux, restez. Et même si vous les avez vues, hein, restez quand même. Et on va commencer tout de suite parce que mes vidéos font toujours 1 heure. Avec la nouvelle saga que j'ai découverte en milieu d'année, j'ai commencé par Cinder, puis ensuite j'ai lu Scarlet et j'ai Cress dans ma pile à lire que je vais bientôt lire, je pense. Les Chroniques lunaires, de quoi ça parle? Alors les Chroniques lunaires, ce sont des rues de Marissa Meyer chez les éditions Pocket Jeunesse en grand format, mais en petit format, enfin en format poche. Mais je crois qu'en grand format, c'est aussi chez les éditions Pocket. Enfin bref. Les Chroniques lunaires, écrites par Marissa Meyer, c'est une réécriture de Kant dans un monde futuriste. On est dans un monde où je crois qu'il y a eu vraiment, je crois qu'il y a eu la quatrième guerre mondiale avant que ce nouveau monde se crée, il me semble. Et ça a perturbé vraiment toute l'humanité. Il y a... C'est complètement un nouvel univers, complètement un nouveau monde qui s'est créé avec de nouveaux êtres humains, on va dire. Il y a des clans, c'est-à-dire que sur Terre, il y a les êtres humains comme nous, les cyborgs qui vivent avec les humains, et les cyborgs sont hyper mal vus parce que c'est vraiment des gens qui sont génétiquement modifiés, hein. Pour les humains, c'est pratiquement des gens qui n'ont pas de sentiments, des gens complètement robotisés, parce qu'on est dans un monde vraiment très futuriste. Mais c'est un futurisme un peu mélangé avec la magie. On ne sait pas trop vraiment si c'est de la magie biologique, de la magie futuriste, on va dire. Il n'y a pas que la Terre, en fait. Enfin, les humains ne communiquent pas seulement avec les gens de la Terre, mais communiquent aussi avec les gens de d'autres planètes, et notamment la Lune, où les habitants de la Lune s'appellent les lunaires. Et les lunaires sont hyper mal vus par les humains car ils possèdent un magnétisme, des espèces de super pouvoirs que les êtres humains ne comprennent pas trop. Et dans la Lune, la reine, celle qui règne sur la Lune, s'appelle Levana. Et Levana est vraiment une reine très... Ben, on peut la considérer comme la méchante reine en fait dans Blanche-Neige, je pense, clairement. En mode, oui, c'est clairement ça. Les lunaires ne vieillissent pas et les lunaires sont très moches de base, mais en fait, ils ont un magnétisme et ils font en sorte que les gens les voient comme ils ont envie d'être vus, c'est-à-dire hyper beaux. Enfin, vraiment, ils ont un champ magnétique de ouf. Et en mode, ben, tout le monde a peur en fait des lunaires. Et en gros, nous, dans le premier tome, on va suivre Cinder, donc une réécriture de Cendrillon. Donc du coup on va découvrir un peu le monde de Cinder et tout. Et en fait Cinder c'est une cyborg et on va découvrir que ben, elle a un rôle hyper important dans ce nouveau monde, ce monde qui va changer, ce monde qui est en bouleversement total. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que je pense que comme tous les romans un peu post-apocalyptiques, science-fiction, etc., faut vraiment le découvrir au fur et à mesure sans trop en dire parce qu'après c'est nul concrètement. Et moi j'adore cette saga vraiment. Marissa Meyer, je la connaissais avec Heartless qui est un de mes romans préférés. Et je trouve que vraiment elle a un talent unique pour décrire des nouveaux mondes qui n'ont jamais été créés,
enfin, l'idée de faire des réécritures de Kant dans un monde futuriste, c'est totalement bien fait, j'adore. Et tellement que c'est bien fait, en fait, on se rend même pas compte que c'est une réécriture de Kant. Elle prend juste des petits éléments qui font que dans la mémoire collective, tout le monde connaît, en fait, dans l'imaginaire collectif, tout le monde connaît ces petites anecdotes. Mais en mode, elle fait pas, enfin, elle fait de cette réécriture sa propre histoire, sa propre, vraiment, sa propre réécriture hyper originale, hyper envoûtant. On a vraiment envie de découvrir tous les personnages qu'elle va réécrire. Et vraiment, c'est genre une des meilleures sagas que j'ai lues pour moi. J'ai mis longtemps avant de la découvrir parce que elle est quand même hyper connue. Mais si vous la connaissez pas, franchement, foncez parce que j'aime pas lire les trucs hyper connus de base. Mais les chroniques lunaires, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vraiment un coup de cœur. Moi, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour l'univers, tout ce qui est construit autour. Marissa Meyer, enfin, moi, j'admire les auteurs qui arrivent à construire des nouveaux univers inspirés de nulle part et qui nous donnent vraiment une impression de nouveau. Voilà, on a vraiment l'impression de lire quelque chose de nouveau, pas un truc qui avait déjà été écrit. Et moi, en général, ce genre d'univers, c'est totalement des coups de cœur pour moi. Malheureusement, j'ai pas eu encore de coup de cœur pour les personnages. J'ai pas eu d'énormément de sentiments avec les personnages. J'ai pas pleuré encore. Enfin, il n'y a pas non plus des trucs hyper dramatiques dans les deux tomes qui se passent. Mais en mode, j'aimerais bien avoir ce truc d'être à fond avec eux, de les aimer et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas ce truc. J'ai l'impression qu'il y a un peu une barrière entre les personnages ou alors c'est les personnages qui me correspondent pas forcément. Je sais pas, pour moi, il manque un truc. Mais franchement, rien que pour l'univers, genre, il faut découvrir cette saga qui est vraiment ouf. Et j'ai également... Donc lui, je lui ai mis 5 étoiles parce que vraiment c'était une découverte pour l'univers, etc. Et ensuite, j'ai lu le deuxième tome que je n'ai pas avec moi, mais je vous mets la photo. Voilà. Le deuxième tome, alors on suit le petit chaperon rouge, donc Scarlett. J'avais trop hâte de découvrir Scarlett parce qu'en général, le petit chaperon rouge, on l'a décrit comme une enfant hyper rebelle. Mais c'est ce qu'a voulu faire Marissa Meyer. Mais j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage où en mode, on nous l'a décrit comme quelqu'un de hyper rebelle, etc. Mais dès qu'elle croise l'amour, il n'y a plus personne, hein. On se tait. Le féminisme, personnage rebelle, indépendante, etc. Il est très loin. Il est parti. Il est parti très loin même. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu du mal. J'ai l'impression qu'elle se plaint H24. J'ai l'impression qu'elle pense qu'à sa gueule, hyper égoïste. Mais en mode, elle fait passer son égoïsme pour une fille hyper indépendante qu'elle a besoin de personne. Alors que, si meuf, t'as besoin d'aide, ça se voit, arrête de faire la meuf. J'ai besoin de personne pour vivre. Ta gueule, bien sûr que si. Voilà, j'ai vraiment eu du mal avec Scarlett. Mais j'ai quand même aimé l'univers du deuxième tome. En plus, on fait plein de nouvelles découvertes. Il y a un univers avec les loups, les espèces de loups-garous, etc. qui est hyper intéressant, hyper bien fait par Marissa Meyer. Malheureusement, le tome 2 se ressent vraiment comme un tome de transition pour moi. Ça a avancé sans vraiment avancer, en fait. Enfin, vraiment le syndrome du deuxième tome, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'était vraiment dommage parce que du coup j'étais déçue en mode je sors d'un coup de cœur d'un univers que j'ai tellement aimé et le deuxième tome, ben poum, on me lance un truc transition de ouf où il se passe pas grand chose, où le personnage principal est insupportable et j'ai eu du mal mais je veux lire la suite, je veux découvrir les autres réécritures, je veux savoir ce qui se passe à la fin, je veux savoir le dénouement de cette saga parce que je sais que les deuxièmes tomes c'est souvent... brouillon. Enfin, en général, les auteurs ont ce syndrome. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais arrêtez, on n'en peut plus en fait. Mais après, j'ai eu des discussions avec d'autres personnes qui m'ont dit que le deuxième tome était le tome le moins bien et que le troisième tome était le meilleur. Donc là, je m'attends à un truc bien épicé, enfin, relever un peu le niveau du truc. Et j'ai trop hâte. Voilà. Franchement, c'est des chroniques lunaires vraiment à découvrir. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour découvrir les chroniques lunaires parce qu'on en entend parler de partout. Mais moi, j'ai vraiment adoré et j'espère ne pas être déçue par la suite. Voilà. Ensuite, on va parler d'un gros bébé que vous avez vu en vlog lecture. Si ce n'est pas fait et que vous voulez le découvrir, je vous mets tout ça en barre d'infos si j'ai pas la flemme. Ou sinon, vous êtes grand et vous allez chercher tout seul. Donc le dernier magicien, le tome 1, Lars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. C'était très long.
Alors, le dernier magicien, de quoi ça parle? Alors, c'est hyper compliqué à résumer. Ce livre est hyper compliqué à résumer. Alors, le dernier magicien, on est encore une fois dans un monde un peu futuriste, mais pas trop, où il y a des... C'est de l'urban fantasy, donc c'est hyper compliqué à résumer. Dans ce monde, donc c'est le monde actuel qu'on connaît, sauf que dans ce monde, il y a des mages, on appelle ça des mages, donc des personnes qui ont des pouvoirs, et ces pouvoirs sont manifestés par des pouvoirs élémentaires, et surtout des pouvoirs qui sont connectés bon, avec les éléments, mais surtout avec les germes, les pierres précieuses, etc. Et dans le monde d'aujourd'hui, les mages sont très peu reconnus. Ils vivent vraiment dans l'ombre parce que avant cela, dans les années 1900, et bien avant cela, il y avait une guerre entre les mages qui étaient hyper reconnus, mais il y avait une guerre entre une organisation qui s'appelait l'Ordre. Et en fait, l'Ordre faisait passer les mages pour des personnes hyper dangereuses, qui n'avaient pas le droit d'exister parce qu'elles avaient des pouvoirs et qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leurs pouvoirs. Enfin, c'était des gens qui voulaient du mal aux gens avec leurs pouvoirs, etc. Et qui voulaient contrôler le monde avec leurs pouvoirs alors que c'était pas du tout ça. Enfin, il y avait de l'abus par certaines personnes comme dans tout. Mais la plupart des gens voulaient juste vivre parce que ils avaient le droit de vivre, quoi. Ils avaient juste des pouvoirs et puis ils voulaient pas faire de mal, juste ils voulaient vivre comme tout le monde et pas être exclus. Et l'ordre a créé comment dire, ont créé plein de d'appareils. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, l'ordre arrive à créer de la magie, mais de la magie en mode pas naturel. Enfin, il y a une concurrence entre la magie naturelle et la magie artificielle, et l'ordre crée de la magie artificielle. Et grâce à leur magie artificielle, ils créent des machines qui empêchent les mages de s'échapper des villes, ou alors s'ils essayent de dépasser ces machines, ils appellent ça des barrières, ça les tue en fait. Ou ça les enlève complètement de leur pouvoir, mais vu qu'ils sont enlevés, enfin vu qu'ils enlèvent en eux leur élément essentiel, ils dépriment en fait et ils ont plus de raison de vivre. Enfin bref, tout ça pour dire que dans un premier temps, nous suivons des personnages dans les années 1900 et quelques, puis le personnage principal qui s'appelle Esta dans les années 2000. Et en fait, Asta, elle a une mission, c'est de trouver l'Arc Arcana, qui est un livre qui devrait résoudre tous les problèmes des mages dans le temps d'aujourd'hui. Et pour cela, elle doit retourner dans le temps, parce que son pouvoir, c'est de retourner dans le temps, pour trouver ce livre qui a été détruit par le dernier magicien. Et qui est le dernier magicien? Tout ça étant un petit peu le mystère du livre. Alors, je suis un peu mitigée. Si vous l'avez vu dans mon vlog lecture, déjà c'est un univers hyper complexe. L'urban fantasy c'est hyper compliqué à construire, hyper compliqué à mettre les gens dedans, que les gens soient à fond, etc. Parce qu'il y a vraiment énormément d'éléments. Et là en plus dans celui-là, l'autrice rajoute, déjà il y a énormément d'éléments, énormément de personnages. En plus il y a 2 temps spatio-temporels, c'est hyper compliqué de se retrouver. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'elle fait en sorte qu'on n'arrive pas du tout à se retrouver. Vraiment, au début, c'est hyper compliqué. Moi, franchement, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me mettre dedans, alors que c'est du young adulte. Enfin, du young adulte, c'est censé passer tout seul. Et là, j'avais l'impression que c'était limite de l'adulte, tellement c'était assez intense. Et bon, je vous épargne le pavé, mais le nombre de pages, mais c'est quand même un gros bébé. Et quand on est dans de l'urban fantasy, on n'a pas envie de bloquer, surtout quand on sait les pages qu'il nous reste à lire. Et ça, c'est vrai, ça m'a bloqué. Mais j'avoue que l'histoire était quand même très bien détaillée. Et ça, je peux pas le nier. Certes, il y avait beaucoup d'informations, mais l'univers était quand même très bien fait. Je pense que c'est pas non plus l'univers le plus original du monde, mais c'était quand même très bien trouvé. Et j'ai été très déçue par les personnages, parce que déjà il y en a beaucoup et c'est dur de s'attacher à plusieurs personnages quand il y en a beaucoup, parce qu'on les suit vraiment enfin, chaque personnage a une narration pratiquement, donc c'est hyper compliqué de se retrouver. Donc voilà, j'ai été déçue par les personnages. Et clairement, j'ai voulu lire la fin parce que je voulais savoir comment ça allait se finir, parce qu'il y a quand même une intrigue qui est prenante, on va pas le nier. Mais la fin, les gars, mais c'est quoi cette fin? Genre, c'est quoi cette fin? Il y a... Non, genre vraiment, à la fin du livre, je me suis dit, ah oui quand même, tout ça pour ça. Genre, 700 pages pour qu'on en finisse à ici, quoi.
ça servait à rien. Clairement, ça... Enfin non, j'étais en mode, l'autrice ne peut pas faire ça, ne peut pas nous faire ça. J'ai sué, ok? J'ai sué pendant 700 pages pour que tu me sortes un truc comme ça. J'étais en mode, non. Bref, j'ai eu vraiment du mal avec ce livre. Mais j'en garde quand même pas non plus un hyper bon souvenir, mais en mode c'était pas non plus une hyper grosse perte de temps, on va dire. Fallait que je le découvre parce que pendant un moment il a une grosse hype, alors franchement je comprends pas pourquoi il a une hype aussi énorme. Parce que ok il est cool mais c'est pas le livre de Urban Fantasy du siècle. En plus c'était mon premier Urban Fantasy, non mon deuxième Urban Fantasy. Et franchement ben j'ai un peu du mal avec l'Urban Fantasy alors que j'adore la fantasy. Mais ben, du coup ça m'a pas conforté avec ce genre de livre. Mais j'ai quand même le deuxième tome dans ma palle, donc je vais le lire et on verra si je lis le troisième, si je l'espère, celui-là ne me déçoit pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, j'aimerais vraiment bien avoir votre avis dessus parce que tous les gens que je connais, c'est qui l'ont lu sont en mode ouais, c'est trop bien, hyper complexe, la fin est trop bien trouvée. Non, la fin est pourrie, c'est juste que l'autrice, je pense, n'avait absolument pas d'idée, elle s'est dit petit retournement de situation que, ben en fait, qui ne sert à rien, quoi, clairement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment énormément parce que moi franchement je comprends pas du tout la hype qu'il y a eu autour de ces livres parce que ben en fait il y a mieux quoi. Alors, si vous aimez l'urban fantasy, ben foncez, c'est quand même une découverte je pense à faire. Mais si vous n'êtes pas apte du truc, je pense que ça va vous saouler plus qu'autre chose. Ensuite, on passe à un coup de cœur. Je suis très contente d'avoir des coups de cœur en ce moment parce que ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et en plus, pour lui, j'ai pleuré. Alors, j'ai pas pleuré énormément, je pensais pleurer plus. Mais j'ai eu les deux petites grosses larmes qui ont coulé quand même, je l'avoue. Alors, pareil, j'ai fait un vlog lecture sur ce livre si vous voulez le voir. Je le mets en barre d'infos si j'y pense. Si j'y pense pas, ben. Allez. Errer tout seul sur ma chaîne Booktube, vous êtes assez grand. C'est Le Chant d'Achille de Madeline Myler aux éditions Pocket. Je pense que tout le monde connaît ce livre, je pense que tout le monde a lu ce livre, je pense que tout le monde a entendu parler de ce livre. Il est sorti il y a hyper longtemps. Vraiment, il est sorti en 2007 et il y a de la hype pour ce livre que en 2021. Il va falloir m'expliquer. Moi, je sais qu'il existe depuis que 2015 parce que l'autrice avait sorti Circé en 2015. Du coup, je m'étais un peu intéressée à l'autrice parce que j'ai toujours aimé la mythologie grecque. Et depuis que je suis dans mes études de lettres, forcément, ça fait partie intégrante de ma culture générale. Du coup, c'est toujours des choses qui m'intéressent. Donc j'avais vraiment déjà de base envie de le lire, mais quand j'ai vu que la hype qu'il y avait autour, je me suis dit non mais là je peux pas passer à côté, faut vraiment que je le lise. Du coup je l'ai acheté et franchement je regrette absolument pas mon achat. Alors pour la quatrième 500 fois que je l'explique, le résumé du Chant d'Achille, je vais pas vous faire un résumé hyper lent parce que franchement il y en a de partout, puis c'est juste une réécriture de Patrocle et d'Achille quoi. En gros, on va suivre le personnage principal est Patrocle. C'est le compagnon d'Achille dans... Donc, je vais d'abord vous parler quand même de l'histoire de Patrocle pour que vous y retrouviez plus si vous ne connaissez pas. Patrocle, c'est un ancien prince qui a été exilé de son royaume car il a tué quelqu'un en fait pour rien. Vraiment, genre dans un excès de folie, il a tué quelqu'un. Donc il est inconnu de personne, enfin il essaye de se cacher en fait pour pas qu'on le reconnaisse et pour... voilà, lui il part dans le but de voilà, je me suis fait exiler, j'ai tué quelqu'un, je suis fou, je suis pas normal, faut que je me cache, faut qu'on m'oublie, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse quoi. Du coup il est exilé dans le règne de Achille. Et du coup, on va les suivre pendant leur rencontre, mais aussi pendant leur relation, puis pendant leur mort, parce que, désolé de vous spoil, mais on le sait dès le début. Si vous connaissez la mythologie grecque, vous savez les prophéties qu'il y a autour, enfin, c'est pas un secret quoi. Mais du coup, c'est vraiment ce qui est bien dans ce roman, c'est que on sait la fin, on est au courant de la fin, mais on a quand même envie de savoir, comment Madeline Meyer a réussi à réécrire cette... J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. On veut savoir comment Madeline Meyer a voulu gérer cette relation entre Achille et Patrocle, qui était pour moi vraiment très bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'est un des meilleurs livres sur la mythologie que j'ai lu, sur les relations entre deux personnages que j'ai lu. Et franchement, je vais lire Circé, c'est sûr. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la complexité des personnages.
Alors déjà, qu'on suive, Patrocle est notre narrateur principal. C'est notre narrateur parce que Achille, il ne narrait pas, il est juste là. Et en fait, elle a choisi Patrocle et je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi un personnage que personne ne connaît, qui est vraiment dans l'ombre des grands personnages héroïques de la mythologie grecque, parce que Patrocle, il a pas du tout des qualités d'héros, hein. C'est un personnage qui, à première vue, n'est pas du tout courageux, qui est très naïf, oui, qui est naïf, mais en plus qui est complexe parce qu'il a quand même tué quelqu'un, mais en soi, tout le monde tue des gens dans la mythologie grecque et pourtant, les gens qui tuent des gens pour l'héroïsme, c'est vu d'un bon œil alors que. Enfin, je trouve, c'est hyper bien fait, hyper complexe. Genre, ce livre nous fait poser plein de questions. Je pense qu'il y a plein de questionnements philosophiques et moraux autour si on creuse. De toute façon, la mythologie, ça sert à ça sert à faire passer des messages, à faire réfléchir. Et je trouve qu'elle a hyper bien fait, mais je pense pas que c'était non plus hyper engagé ce qu'elle a voulu faire. Mais elle a voulu écrire une relation, en fait, tout simplement, et avec des personnages hyper complexes. Et elle a fait voir dans les personnages des choses qu'on ne voit pas jamais, qu'on ne voit jamais dans d'autres réécritures. Par exemple, Patrocle, ok, il est hyper. Enfin, Patrocle dans la mythologie, dans notre mémoire collective, on l'imagine comme quelqu'un qui sert à rien, on va dire. Mais pourtant, c'est tellement un personnage au grand cœur qui ferait tout pour les gens qu'il aime. Et j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup aimé Patrocle. Il est hyper, sur Terre, hyper réaliste en soi. Enfin, oui, il veut aider les gens qu'il aime, malgré ce qu'il est. Et Achille, on le sait, il est hyper reconnu pour son héroïsme, etc. Mais Madeleine Miller a bien mis un point sur lui en disant que, en fait, il n'était pas que ça. Derrière l'héroïne se cache énormément beaucoup de choses. C'est pas parce que quelqu'un est connu pour ses exploits que c'est quelqu'un de bien. Et c'était hyper bien fait, j'ai adoré. La relation homosexuelle entre Patrocle et Achille, enfin on le sait, on s'en doute, est quand même hyper bien fait. Au début, je vous avais dit que je trouvais que c'était fait d'une manière assez tabou, alors que dans l'Antiquité, c'était pas du tout le cas. Au final, à la fin, non, c'est pas du tout tabou, même vraiment pas. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la relation entre Thétis et Achille, donc la mère d'Achille et Achille. Au début, je supportais pas Thétis, mais à la fin, je l'ai adorée. Entre le milieu et la fin, je l'ai adorée. Enfin, c'est une déesse. Les déesses sont grave supérieures. Enfin, faut pas s'imaginer quelqu'un de hyper généreux, etc. Enfin, on sait comment sont les déesses et Dieu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une hypersensibilité entre elle et Achille. En général, les déesses sont pas hyper connectées avec leurs enfants. Ça dépend lesquelles, mais en général, elles s'en battent un peu les couilles. Et j'ai trouvé que Tétis, elle aurait été prête à tout pour sauver son fils. Et c'était quand même un côté hyper beau. Puis exploiter une déesse de la mer, je trouve ça hyper intéressant. Quoi vous dire de plus? Ah oui, ce livre est incroyablement bien fait, incroyablement bien tissé, relié. Enfin, ça se voit que l'autrice a mis vraiment toute son âme dans cette œuvre. Et ça se voit qu'elle est... Enfin, de base, c'est une rechercheuse dans la mythologie. Et enfin, dans l'Antiquité. Et ça se voit qu'elle a mis tout son travail dans ce livre. Enfin, il n'y a pas de coquilles. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé, je suis pas experte. Mais dans ce que je connais, il n'y a pas de coquilles. Enfin, après, vous allez me dire, la mythologie, on peut mettre ce qu'on veut dedans, mais quand on a une idée générale déjà de la mythologie, on a quand même des cohérences qui doivent se faire, et là, c'était hyper bien fait. Elle parle vraiment de pratiquement de l'enfance de Patrocle jusqu'à sa mort, donc on passe vraiment par tous les événements de la mythologie. Enfin, on passe du règne jusque avant la, avant la guerre de Troie, pendant la guerre de Troie, après la guerre de Troie. Et c'était vraiment hyper bien fait. Enfin, j'ai vraiment adoré. On retrouve plein de personnages mythologiques que l'on connaît. Plein de personnages mythologiques qu'on a dans notre esprit, mais qui dans ce livre ne sont pas du tout faits de la même manière. Je pense notamment à Néoptolème. I am shocking envers ce personnage que je ne connaissais pas du tout de cette facette. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Et si vous n'avez toujours pas lu Le Chant d'Achille, lisez-le, même si vous n'êtes pas, enfin, si vous n'êtes pas apte de la mythologie grecque, si vous connaissez pas énormément de choses dessus, ça vous empêchera pas de lire le roman.
Forcément, vous allez peut-être passer à côté de petites choses, de petites références, mais c'est pas hyper grave et je pense que c'est une bonne entrée en matière pour vous y mettre et je vous encourage à le lire. Et voilà. Wouh! J'ai soif. Ensuite, on va passer au dernier roman qui est Mon Vôtre de Charles Cédric Chini aux éditions JC Lattès. Si vous avez vu un de mes vlogs, vous savez comment j'ai eu ce roman et en fait ce roman j'ai un peu un sentiment particulier avec lui, une relation un peu particulière avec lui, parce que c'est le roman que l'on m'a confié pendant la Comédie du Livre, où j'étais stagiaire. La Comédie du Livre, c'est un salon littéraire qui se passe à Montpellier. Cette année, c'était fait sous forme de plateau télé numérique parce que avec le Covid, on n'a pas pu le faire en mode physique. Mais du coup, j'ai quand même participé et j'avais un auteur attribué. J'avais des missions, etc. Mais j'avais spécialement un auteur attribué. Je devais m'occuper de cet auteur, l'amener à ses rencontres, etc. Et du coup, on m'a offert son livre, qui est d'ailleurs son premier livre qui est sorti en mai 2021, c'était sa toute première rencontre. Enfin, c'était hyper intéressant à voir et à partager ça avec lui, c'était hyper bien. Du coup, voilà, son premier livre qui est Clandestinement Ventre et qui est hyper intéressant, je vous promets. Donc, c'est un livre français, enfin, euh, merde, j'allais dire anglophone, mais non. Mais merde, putain, francophone, putain, c'était très dur. Et qu'est-ce que l'on va suivre dans ce livre hyper intéressant? En gros, c'est un livre pas autobiographique, mais presque. L'auteur mêle entre fiction et vérité et c'est hyper bien fait. Moi, j'adore ce genre de livre. Et en gros, il va nous raconter sa clandestinité, clairement. C'est un homme qui a toujours voulu étudier en France. On suit un jeune homme qui s'appelle Charles. Charles Chini et pas Charles Cédric Chini, différence qui, depuis tout petit, est un jeune homme très déterminé, très intelligent, très optimiste, très ouvert, qui a envie d'apprendre, de se cultiver, d'apprendre du monde. Et son rêve, c'est de partir en France et d'étudier en France. C'est ce qu'il fait. Mais malheureusement, il n'arrive pas à obtenir sa carte de séjour, en fait. Et on va suivre toute son aventure à travers ses yeux de clandestin. Mais c'est pas un livre dramatique, c'est-à-dire que oui, c'est un sujet quand même assez dur, mais Charles Cédric Chini a ce truc, cette plume d'écrire quelque chose de dramatique, mais d'une forme hyper ironique, hyper drôle, hyper de bonne humeur. Enfin, moi perso, j'ai adoré lire ce livre parce que déjà l'aventure est quand même hyper intéressante à suivre, mais parce que c'est une très drôle, c'est hyper contradictoire de dire ça, hyper paradoxal, mais il fait en sorte que ça soit pas dramatique, il rigole de sa situation, ouais, il est pas dans le dramatique et ça fait du bien de lire ce genre de livre et j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit pour un premier roman. On est vraiment dans son univers très famille. Ça se voit qu'il aime la vie, ça se voit qu'il parle dans l'instant présent. C'est pas qu'un livre sur la clandestinité, c'est aussi un livre sur les souvenirs, la famille, la nostalgie, l'instant présent, la vie, quoi. Sur les passions, l'intellectualité. Enfin, j'ai trouvé ce livre très beau, très bien fait, très drôle. Et franchement, pour un premier livre, je trouve que c'est vraiment très, très, très bien. Et je vous encourage à euh, soutenir les tout petits auteurs qui écrivent leur tout premier livre, et notamment français et francophone, c'est hyper important de pas lire que des livres d'auteurs hyper connus, d'anglophones, etc. Enfin, c'est hyper intéressant de lire des auteurs qui sont de notre pays parce que ça existe en fait, clairement. Et je vous encourage vraiment à le lire, il était hyper bien et je lui ai mis 4 étoiles. Voilà, parce que pour que je mette 5 étoiles, il faut que je pleure. Et j'ai pas pleuré. Mais c'est dur de pleurer dans un roman comme ça. Voilà, je vous fais à tous des... J'espère... Non, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que j'ai un peu bugué beaucoup. Mais je sors de mon vaccin, enfin de 2 jours de convalescence de mon vaccin. Là, ça va mieux. Je suis au taquet après 2 jours dans le coma. J'ai soif, j'ai plus l'habitude de parler parce que ça fait 2 jours que je suis toute seule. Du coup, c'est normal que je bug un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'update lecture. J'espère que pas nouveau format parce que je le faisais déjà avant, mais ce format qui revient sur ma chaîne vous plaît. Je sais, c'est des vidéos qui ne sont pas vues énormément. Enfin, c'est les vidéos moins vues sur les chaînes Booktube en général. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est les vidéos que j'aime le plus
Et en général, c'est les vidéos les moins vues, alors que c'est les vidéos les plus intéressantes. Enfin, c'est l'essence même d'une chaîne Booktube, donc je comprends pas pourquoi. Enfin bref, on va pas faire ce débat-là. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, si vous avez lu les livres que je vous ai lus, que je vous ai présentés, si vous avez envie de lire les livres que je vous ai présentés, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire. Je n'arrêterai pas de vous le dire, mais c'est super important de marquer votre trace, marquer votre passage, montrer que vous êtes là, que vous soutenez le créateur de contenu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye. Mouah.